Bonsoir à tous, je pense que tout le monde m'entend et me voit bien. Je suis donc le docteur Béranger, je suis chirurgien orthopédiste à la clinique Arago et à la clinique des Lilas, et avec mon confrère le docteur Jalil, qui est également orthopédiste à la clinique Arago, nous allons vous présenter un topo sur la prothèse totale de genou en 2021. Alors bon, là ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de masque, mais ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on ne se voit pas en réel, mais on va tout de même essayer de rendre ça assez intéressant. Euh, Globalement, on a voulu faire un topo sur les prothèses de genoux parce qu'on. Alors, je ne vais pas faire un topo sur qui opérer lorsqu'ils ont de l'arthrose, etc., mais plutôt sur les nouveautés, ce qui a changé dans nos pratiques depuis quelques années et ce qui n'est pas forcément connu de tous, notamment des patients, enfin des médecins ou des kinés ou d'autres spécialités qui voient des patients qui peuvent bénéficier d'une prothèse totale de genou, mais malheureusement, tout le monde est spécialiste. Alors nous, on est spécialiste que de ce système-là. Donc on n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe actuellement. Donc en introduction, bien évidemment, l'objectif d'une prothèse totale de genou, c'est de soulager la douleur et de récupérer une bonne fonction du genou. Les indications principales, vous les connaissez, c'est l'arthrose dans la plupart des cas, les arthrites inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la traumatologie qui parfois donne des prothèses de genoux et évidemment, malheureusement, les tumeurs qui déforment ou abîment les genoux et on est obligé de réséquer cette articulation et en mettre une prothèse à la place. Alors, selon l'Agence nationale de sécurité des médicaments, en France, il y a eu 80 000 prothèses de genoux posées en 2013, une augmentation de 30% par rapport à 2008, ce qui est énorme. Globalement, le chiffre de prothèses totales de hanches, ça augmente de moins de 5% par an. L'ANSM surveille les registres internationaux et elle a noté que 5 registres internationaux, qui sont ceux de la Belgique, de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada, déclarent actuellement qu'il y a plus de prothèses totales de genoux qui sont mises en place que de prothèses totales de hanches par an. Alors, il y a probablement plusieurs facteurs. Déjà, d'une part, c'est que les dysplasies de hanches, les luxations de hanches, les maladies congénitales sont mieux dépistées, mieux traitées dans l'enfance et dans l'adolescence. Et en échange, c'est plus facile de mettre en place une prothèse de genou qu'il y a 20 ans. La population grossit, devient obèse, donc elle souffre plus de son genou. Ceci explique cela. Le taux de survie d'une prothèse de genou, alors pour rappel, un taux de survie, ce n'est pas le patient qui décède, c'est la prothèse qui ne marche plus. Alors soit elle fait mal, elle est décellée, c'est-à-dire qu'elle ne tient plus dans l'os, ou alors elle s'infecte. Il y a plusieurs causes. On appelle ça un taux de survie. Donc l'ANSM le surveille sur ces différents registres internationaux et le registre français. Et globalement, à 1 an, on a un taux de reprise de ces prothèses de genoux qui est compris entre 0,5 et 2,9%. À 5 ans, entre 2,7 et 5%. À 10 ans, 5%. Et à 20 ans, la Suède surveille des prothèses de genoux qui ont été posées entre 1988 et 1996. Et elle a globalement un chiffre de 10,5% de reprise à 20 ans, ce qui est tout de même assez bas. Alors, nous, à la clinique Arago, donc le classement du point, c'est une sorte de référence actuelle maintenant. On est classé deuxième derrière la clinique Medipôle de Toulouse pour la mise en place des prothèses de genoux. Alors, comme vous le savez, les points clés qui font la note globale sont arbitraires, établis par le point, par le magazine Le Point. Mais par exemple, la notoriété, ça veut simplement dire le nombre de patients qui ont été opérés à la clinique Arago, mais qui ne viennent pas de la région Île-de-France ou qui ne viennent pas forcément du département de Paris. Voilà, ça c'est la notoriété. Après, la durée de séjour, l'activité, c'est le nombre de patients, etc. etc. L'indice de gravité, c'est encore plus complexe. Il y a tout ça marqué dans le point. Donc, en 2018, on a posé 880 prothèses totales de genoux et 913 en 2019. Donc, j'ai exclu d'emblée les prothèses unicompartimentales et les reprises de prothèses totales de genoux. La durée moyenne de séjour chez nous actuellement est de 5 jours. Et en 2019, on avait réalisé 8 transfusions préopératoires et 56 transfusions post-opératoires pour limiter les risques liés à l'anémie post-opératoire. Alors, qui opérer? Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'indication globale d'une prothèse de genou, c'est-à-dire une gonarthrose tricompartimentale mal tolérée avec un retentissement fonctionnel quotidien et un échec de traitement médical, ça vous le connaissez tous. En revanche, je vais m'attarder sur quelques points, notamment l'âge. On a beaucoup de nos patients qui viennent nous voir en consultation en disant
on m'a dit que j'étais trop jeune, ou alors on m'a dit que j'étais trop vieux, qu'il fallait que j'attende, etc. Cette notion, évidemment, est fondamentale, mais il faut tout de même prendre en compte qu'on peut opérer des patients qui sont beaucoup plus jeunes maintenant, car le taux de survie est bien meilleur qu'il y a plusieurs années, et surtout rétablissent une très bonne fonction qui permet parfois la reprise de sport hebdomadaire, parfois même des sports assez intensifs comme la course à pied ou d'autres choses. Et par ailleurs, on peut opérer des patients plus âgés, car maintenant, la mise en place de prothèses totales de genoux est beaucoup moins douloureuse. L'intervention est bien mieux supportée. Puis, comme vous avez pu le constater, un retour à domicile est tout à fait possible pour n'importe quel patient quelques jours après avoir été opéré à la clinique. Ensuite, il faut tout de même faire attention à la demande du patient. La chirurgie orthopédique, c'est une chirurgie qui est fonctionnelle. On établit en fait un contrat avec les patients où on va expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de leur genou en termes de fonction, de douleur, de durée de convalescence et qu'est-ce qu'ils pourront en faire. Et tout ça va évidemment faire la mise en place d'une prothèse de genou en fait un peu adaptée à chaque patient. Il y en a certains qui veulent faire du golf, courir tous les jours, faire du vélo, voyager, et d'autres qui veulent simplement pouvoir avoir une autonomie correcte, aller faire leurs courses dans leur quartier, pouvoir monter, descendre les 2-3 marches qui les séparent de leur palier, etc., etc. Donc tout ça est pris en compte et à chaque personne, une prothèse est programmée. Alors, on peut planifier le risque global de la mise en place d'une prothèse totale de genou qui, comme vous le savez, est tout de même une chirurgie qui est lourde et qui entraîne de nombreux risques suite à ce type d'intervention. Personnellement, j'utilise une application qui a été développée par l'Université de Perpignan, pardon, excusez-moi, je bafouille. Donc, c'est sur mon téléphone portable en consultation. Je vais d'abord noter des éléments démographiques, donc par exemple l'IMC, savoir de quel sexe il s'agit. Ensuite, alors c'est une application américaine, donc il me demande s'il y a une assurance gouvernementale. C'est son statut par rapport au tabac et la prise de médicaments. Ensuite, on va sélectionner, savoir s'il s'agit d'une prothèse totale de genou, donc en anglais une total knee arthroplastie ou autre. Est-ce qu'elle a déjà eu d'autres interventions lourdes? C'est des interventions prioritaires. Ensuite, on détermine parmi un menu déroulant des pathologies qui peuvent augmenter ou pas ce risque. Donc là, j'ai choisi un diabète sucré, bien évidemment, qui est assez fréquent. Et à la fin, on a un petit résumé de l'état et ça établit un risque qui est chez cette dame d'1,48% pour n'importe quel risque, l'infection, le décèlement, etc., etc. Donc, c'est assez pratique. Ça permet de savoir à quel niveau on est pour chaque patient qu'on voit en consultation. Alors, évidemment, le bilan préopératoire, vous le connaissez tous. Hein, on fait les facteurs de risque, les prises de sang, etc. Bien évidemment, on demande une consultation chez le cardiologue car très souvent, c'est reste une chirurgie lourde. Il faut avoir un cœur en bonne santé. Un bilan dentaire, ça, c'est de façon systématique pour rechercher une infection des dents. Si évidemment il y a une infection des dents, celle-ci peut se greffer sur le genou et augmenter le risque d'infection nosocomiale. Donc, on préfère soigner les dents avant de soigner les genoux. Alors, une notion qui est un peu nouvelle depuis quelques années, c'est qu'on prescrit très souvent de la kinésithérapie préopératoire. Quel est l'avantage? Alors déjà, ça permet de renforcer les muscles périarticulaires du genou de nos patients, évidemment gagner en amplitude articulaire. On peut éduquer nos patients sur le béquillage, le transfert lorsqu'ils auront été opérés de leur genou, les escaliers, comment on les monte, comment on les descend avec un genou opéré et des béquilles. Évidemment, ça augmente un peu la capacité ventilatoire, hein, parce que parfois, c'est des patients qui ne bougent plus trop depuis très longtemps. Et très souvent, le kiné leur explique le déroulement des soins, comment ça va se passer, à quelle fréquence ils peuvent avoir leur kiné, enfin leur séance de kiné, et puis surtout qu'on peut faire de la kiné avec le pansement, etc., comme vous expliquera le docteur Jalil juste après ma présentation. L'HAS a déterminé que cette kiné préopératoire facilitait le post-opératoire, améliorait la fonction et accélérait la convalescence de nos patients. Maintenant, ce qui a aussi fortement évolué dernièrement, ce sont les nouveautés technologiques lors de la mise en place d'une prothèse de genou. Comme vous le savez tous, on utilise ce qu'on appelle un ancillaire, c'est-à-dire tous les instruments qui nous permettent de couper le fémur et le tibia pour mettre en place cette prothèse de genou.
Et maintenant, on a différents outils qui peuvent nous aider à faire une prothèse de genou qui est vraiment parfaitement adaptée au patient qu'on est en train d'opérer. On est un peu loin de l'image d'Épinal du chirurgien un peu bouché, hein, comme on voit à gauche sur cette diapositive. Maintenant, le chirurgien il ressemble plutôt à ça. Il a des aides dans tous les sens. Il a un robot qui tient la lame de scie. Il a des capteurs infrarouges qui sont couplés à un écran qui permet de parfaitement mettre en place cette prothèse totale de genou. Donc, il y a la programmation préopératoire qui est numérique maintenant. On se sert très souvent, enfin même quasiment tout le temps, à la clinique Arago. Il s'agit d'un logiciel. Donc, les patients en préopératoire, donc au moment de la concession d'anesthésie, par exemple, ont un bilan radiographique complet avec, par exemple, ici un EOS qui est un peu différent du pangonogramme, qui permet d'établir des axes dans le plan frontal et sagittal, donc l'axe mécanique, l'axe diaphysaire, l'axe global du genou. Et après, des radiographies de face et de profil qui sont calibrées avec ces petites pièces-là qu'on voit. Le logiciel va parfaitement calibrer le calque numérique sur la radiographie qui a été effectuée et va nous permettre de calquer la prothèse, de la calibrer et le rendu post-opératoire immédiat de ce même patient avec une prothèse qui a été déterminée en amont et on a pu anticiper divers problèmes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la navigation péropératoire que j'utilise très fréquemment. En fait, on vient mettre en place des fiches dans le tibia et dans le fémur avec des capteurs infrarouges. Il y a une caméra lors de l'intervention chirurgicale qui voit ces capteurs et qui sont rapportés sur un écran. Ça nous permet de voir en temps réel les différents axes et les courbes ligamentaires de nos patients. C'est une sorte de GPS péropératoire qui permet de savoir avec précision où on en est par rapport à notre axe anatomique et notre équilibrage ligamentaire. L'avantage, c'est qu'évidemment, c'est précis et reproductible. Ça, on améliore l'équilibrage ligamentaire de nos patients, donc on augmente le taux de survie de nos implants et parfois, on améliore également le centrage rotulien qui, comme vous le savez, peut entraîner des douleurs pour les genoux. En revanche, il y a tout de même des inconvénients. Il y a une courbe d'apprentissage et dans de très rares cas, il y a une complication un peu spécifique, c'est des fractures sur les fiches qu'on vient planter dans le fémur et dans le tibia, surtout au niveau du fémur. Personnellement, je n'en ai jamais vu, mais ça existe et c'est décrit dans la littérature. Ensuite, on a une autre technologie qui sont les guides de coupe sur mesure. Globalement, on fait passer au patient en préopératoire soit un scanner, soit une IRM. Là-dessus, un logiciel, l'orthopédiste, le chirurgien va établir la prothèse qui conviendra à notre patient dans l'axe, en rotation, par rapport à l'équilibrage ligamentaire, etc. Et ensuite, va être déterminé un guide de coupe qui va être réalisé en imprimante 3D. En fait. Donc, vous voyez, là, il y a un moulage 3D avec un moulage 3D du guide de coupe. Et ensuite, il va être industrialisé, c'est-à-dire un guide de coupe vraiment en imprimante 3D qui va être stérilisé et qui sera utilisé pour la mise en place de cette prothèse totale de genou. Et donc, il est unique, il est juste pour ce patient et il ne servira pas à quelqu'un d'autre. Et ça permet d'être encore plus précis, fiable, bien évidemment. En plus, c'est un usage unique et en pratique, c'est plus rapide. Par contre, c'est coûteux, comme vous en doutez. Il y a l'usage du scanner et de l'IRM en préopératoire, plus la constitution du guide de coupe. Et parfois, on a noté une petite imprécision sur la taille des implants. Mais bon, ça, en pratique, nous avons tous les implants à disposition à la clinique. Et enfin, la robotique. Donc, c'est ce que je vous expliquais au départ. Actuellement, on développe ceci dans plusieurs cliniques et notamment, a priori, nous devrions pouvoir l'avoir à la clinique Arago, hein, si notre directeur est d'accord. Donc, le robot, c'est ça. En fait, il a une mémoire interne, des capteurs infrarouges et un bras articulé avec une lame de scie au bout. Et le chirurgien va guider le robot avec l'aide de l'ingénieur qui est sur l'écran. Il aura déterminé au préalable comment couper le genou parce qu'on aura importé un scanner en mémoire du genou, on aura calibré le robot sur le genou pendant l'intervention chirurgicale et ensuite la coupe va être faite au millimètre près car évidemment le robot lui ne tremble pas, il est beaucoup plus précis que le chirurgien, mais en revanche celui qui appuie sur la gâchette, ça reste quand même le chirurgien. Donc, la robotique, c'est tout de même évidemment extrêmement fiable, beaucoup moins agressif. Ça nous permet d'ouvrir un peu moins le genou, l'enveloppe ligamentaire, les tissus mous autour du genou, parce qu'il est beaucoup plus précis.
En revanche, c'est extrêmement cher, hein, un peu plus d'1 million d'euros, et puis il faut faire un scanner préopératoire à nos patients. C'est pas tout. Bien évidemment, lors de la mise en place d'une prothèse totale de genou, on a évidemment développé les techniques d'anesthésie, de gestion de la douleur et la rapid recovery, donc la, la RAC, comme on dit. Et je vais laisser le docteur Jalil vous en parler juste après moi. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la mise en place d'une prothèse totale de genou a fortement évolué ces dernières années et ça évolue toujours, que ce soit au niveau de la sélection des patients et de la préparation de ceux-ci pour la chirurgie, les techniques chirurgicales qui ont très évolué avec des nouvelles technologies, la prise en charge de la douleur péri- et post-opératoire, et bien évidemment, l'âge du patient n'est pas une contre-indication, alors il faut le prendre en compte avec tous ces facteurs de risque, et ensuite, la récupération rapide après chirurgie est un objectif très important. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à mon confrère le docteur Jalil. Donc, moi, comme Jean-Sébastien, je suis chirurgien orthopédiste à la clinique Arago. Je vais parler des suites post-opératoires et notamment la gestion de la douleur. Et puis de la rééducation, de la rééducation post-opératoire et comme les évolutions qui ont été très importantes dans ce domaine, qui ont permis aussi d'un petit peu, on va dire, changer les idées sur la chirurgie prothétique du genou et notamment essayer d'effacer cette fâcheuse manie de dire que c'est une chirurgie qui est très douloureuse et que les patients, l'avis des patients était un peu plus négatif. Donc, si les techniques de chirurgicales, notamment, ont progressé, comme il l'a décrit Jean-Sébastien, avec l'arrivée de la robotique et notamment des techniques mini-invasives et des techniques beaucoup plus précises et beaucoup plus faciles à mettre en route, les techniques d'anesthésie et d'analgésie post-opératoire ont fait d'énormes avancées ces dernières années, ce qui nous a un petit peu facilité la tâche. Merci à tous les médecins anesthésistes de la clinique aussi qui se sont impliqués là-dedans avec les chirurgiens qui ont permis d'avancer dans ce domaine. Donc la prise en charge de la douleur repose essentiellement sur l'utilisation d'anesthésiques locaux, isolés ou associés à un cocktail d'anti-inflammatoires et surtout associés à un bloc du canal des adducteurs. Je suis en train de parler d'un sujet qui est plutôt pour les anesthésistes, alors que je suis chirurgien orthopédiste, mais j'ai participé énormément dans le développement de la recovery à la clinique Arago. Donc, voilà. Donc, on a compris une seule chose, c'est que anticiper la douleur de la post-opératoire d'une PTG, elle influence beaucoup sur le résultat et le vécu des patients. C'est-à-dire que quand le patient il vient en consultation, c'est une des premières craintes. Est-ce que ça fait mal? On m'a dit que ça fait mal. Mon voisin, donc anticiper ça en consultation chirurgicale et anticiper cette douleur en post-opératoire, on a compris vite que c'était la clé de pas mal d'avancées pour cette chirurgie prothétique. Donc, nous utilisons de façon systématique des infiltrations périarticulaires en opératoire. Ainsi, ces infiltrations-là, elles sont très intéressantes dans la rééducation post-opératoire immédiate et notamment le premier levé qui, au début de mon expérience orthopédique, se faisait au 3e jour quand on était chef à l'hôpital et que maintenant, il est passé à J0 le jour même de l'intervention. Les patients, vous allez voir dans les vidéos qui suivent, que c'est des choses qu'on pratique de façon quotidienne et plus facile grâce à ces infiltrations périarticulaires.
Notamment ces infiltrations périarticulaires, ils sont associés à un bloc du canal des adducteurs qui est réalisé de façon systématique à la clinique Arago en SSPI. Et ce bloc du canal des adducteurs, il est intéressant sur les 48 heures, 72 heures qui suivent la chirurgie, ce qui a permis énormément de diminuer l'utilisation des morphiniques avec toutes les complications qui s'en suivent, notamment les troubles du transit et puis les nausées et tout ça, donc en post-opératoire. Donc ces injections, ces infiltrations périarticulaires, ils sont réalisés au bloc opératoire par le chirurgien. Ils consistent à injecter à peu près 150 millilitres dans 2 mg par millilitre de ropivacaïne, de 30 mg de kétoprophène et de 10 microgrammes d'adrénaline qui permet une hémostase, donc un moins de saignement en post-opératoire. Cette quantité d'anesthésiant est diluée à 125 si jamais le poids du patient il est à moins 55 kg. Chez les patients plus de 85 ans et ASA 3 ou 4 et avec des antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux. Donc, lors de l'intervention, il y a la première phase, c'est l'infiltration de la graisse sustrochléenne et de la capsule antérieure, comme vous voyez ici sur la photo. La deuxième étape, elle est faite après la réalisation de toutes les coupes fémorales et tibiales, et c'est une infiltration de la capsule postérieure après avoir fait les coupes et avant de mettre les implants. Vous voyez sur la photo de droite le rapport avec les vaisseaux. Donc, ces infiltrations sont réalisées en flexion avec une aspiration pour éviter le passage des anesthésiants dans la circulation générale. Il faut insister sur l'infiltration du côté externe qui est beaucoup plus énervé que le côté interne. La troisième étape, c'est l'infiltration des ligaments latéraux et surtout les zones de la libération ligamentaire qu'on appelle les zones de release quand on veut équilibrer un ligament et on fait des gestes de libération qui sont en principe douloureux, donc on insiste sur ces zones-là. La troisième étape, c'est l'infiltration sous-cutanée. Cette fois-ci, elle est faite sans adrénaline pour éviter quelques nécroses cutanées qui peuvent survenir si on injecte de l'adrénaline avec une interruption de la vascularisation cutanée et sous-cutanée. Donc, l'étape du bloc canal des adducteurs, elle est faite après l'arrivée du patient en SSPI. Cette technique a remplacé le bloc fémoral parce que c'est une analgésie qui est beaucoup plus sélective et de qualité. Elle permet une rééducation immédiate parce qu'il n'y a pas d'effet de la paralysie du nerf fémoral et donc le verrouillage du genou est possible. Les gens ils restent avec un appui stable sans aucun problème. Donc, ce bloc du canal adducteur, il est fait par l'anesthésiste en SSPI, comme je vous l'ai dit, sous contrôle échographique pour bien venir infiltrer le nerf saphène interne. Quand vous voyez sur cette slide, vous voyez la différence entre l'association de blocs avec les infiltrations et les infiltrations toutes seules. On voit la supériorité de cette association des infiltrations périarticulaires associées à un bloc qui est beaucoup plus efficace et dans le temps et dans la mobilisation des patients. Et c'est pour cela qu'on a fait ce choix-là d'associer ces deux techniques en même temps. Là, le côté anesthésique est fini. Donc, le patient en rééducation post-opératoire, la rééducation post-opératoire, c'est une rééducation qui est active.
elle engage le patient, elle commence à J0, c'est-à-dire le jour même de l'intervention, juste après le retour du bloc et la prise d'une collation. Elle est effectuée par le kiné. Ce premier levé, comme vous le voyez sur cette vidéo, il se fait autour du lit. Voilà, parfait. Voilà, donc vous avez vous reculez, vous asseyez sur votre lit opéré avec un retour dans sa chambre après avoir pris sa collation. Allez-y, asseyez-vous tranquillement. Vous voyez que l'effet de l'anesthésie ok, maintenant on plie le genou articulaire et on tend le genou. Voilà. Impeccable. Donc, on a une efficacité qui est très intéressante pour pouvoir… Ce moment-là, il est très important pour le patient parce qu'il voit que sa prothèse, elle marche et qu'il puisse appuyer dessus et qu'il puisse mobiliser. Alors, ils sont souvent très surpris par l'effet « Ah, j'ai pas mal, ça fonctionne très bien ». Et c'est le but à peu près qui est recherché après ce lever. En post-opératoire, la rééducation, elle démarre au plus tôt sans attendre l'ablation des drains ni du pansement compressif qu'on réalise au bloc. Elle vise dans un premier temps à diminuer les douleurs pour prévenir les troubles trophiques et circulatoires et à restaurer la mobilité du genou et surtout obtenir le verrouillage actif du genou en extension et de sécuriser l'indépendance fonctionnelle du patient. Donc, sur cette vidéo, vous allez voir on tend le genou, le patient. En l'air, voilà. Et on plie le genou. C'est idéal. Ok, très bien, retendez-le. Et après, on le pose complètement. Et voilà, parfait. Voilà, c'est des gens qui verrouillent assez facilement leurs genoux. Dans les jours qui suivent, les patients sont amenés à faire les escaliers si nécessaire pour leur vie et retour à domicile, toujours en présence des kinés qui sécurisent cette mobilisation et ce déplacement. Donc ça, c'est généralement à J1, J2, post-opératoire, les patients au sein de la clinique, ils arrivent à faire l'escalier. C'est parfait ce que vous faites. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Bon. Merci docteur. Heureusement que vous êtes là. Vous avez le beau rôle. C'est impeccable. Vous voyez ici le patient qui déambule dans son couloir le lendemain de l'intervention. Donc, en post-opératoire, on insiste sur aussi une chose qui est très importante, c'est la cryothérapie. Elle est vraiment essentielle dans notre pratique. Et, il y a quelques années, on ne faisait pas, mais maintenant, c'est vraiment devenu une pièce maîtresse. Cette cryothérapie, elle vise à diminuer l'inflammation et les épanchements articulaires. Elle est installée à la sortie de la salle d'opération, comme vous le voyez sur la photo, à raison de 20 minutes tous les 3 heures, avec un système d'une attelle qui est gonflable pour aussi réaliser une pression sur les tissus pour éviter les épanchements articulaires. Alors, pour ce qui est les mobilisations passives contenues sur attelle type Kinetec, on ne les utilise plus, du moins dans la clinique Arago, sauf cas particulier à la demande des chirurgiens, car de nombreuses études, ils ont montré l'absence de bénéfices durables. De même pour les attelles en extension, dans le temps qu'on appelait les attelles aspirines, qu'on gardait les patients avec des attelles pendant une semaine, ça aussi on ne les utilise plus, sauf indication contraire du chirurgien pour des raisons vraiment chirurgicales. D'une manière générale, nous, ce qu'on demande à nos kinés, c'est une rééducation
avec une prise en charge active dont les objectifs sont vraiment un niveau de douleur gérable à domicile, une acquisition d'une mobilité et de capacités fonctionnelles de base permettant un retour à domicile sans aucun problème. Les escaliers, ils seront exercés que si le patient il en a besoin. Chez les patients dont on a peu besoin, ils ne sont pas pratiqués de façon intensive comme rééducation au départ. Alors, à partir de l'acquisition de toutes ces choses-là, il y a des critères qu'on a définis pour faire sortir les patients de la clinique. Donc, ces critères sont une indépendance pour les transferts des patients du lit vers la table et vers son fauteuil pour se lever, s'asseoir, une indépendance pour une marche d'au moins 30 mètres, une indépendance pour la toilette et l'habillage, l'escalier si nécessaire, un niveau de douleur acceptable qui est inférieur à 4 sur 10 et avec une gestion uniquement orale de la médication antalgique, une connaissance des consignes pour adapter le traitement antalgique, c'est-à-dire de le prendre juste avant que la douleur s'installe, mais pas laisser les douleurs s'installer. Il n'y a pas, et puis qu'il n'y a pas de complications au niveau de la plaie, une connaissance de programmes d'exercices à réaliser à domicile qui sont donnés par le kiné et le chirurgien. Une chose très importante, c'est que un des critères de sortie aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de flexum et une flexion autour de 80 ou 90 degrés. Donc, une fois ces critères sont réunis, le patient il peut quitter la clinique. Alors, pour quitter la clinique, il y a 80% des patients retournent à leur domicile, soit avec une rééducation en ville, soit avec une hospitalisation à domicile qui comporte rééducation et des soins qui sont dispensés par un service d'HAD. Seulement 10 à 20% des patients opérés partent en centre, essentiellement des patients qui présentent des comorbidités qui nécessitent une assistance médicalisée rapprochée, ou les patients dont la dépendance est très importante qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ou un problème d'isolement. On a souvent des patients qui ont perdu leur mari ou leur femme et qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils peuvent rester tout seuls pendant toutes les nuits, et c'est un peu c'est les seuls patients à qui on adresse au centre maintenant. Il y a quelques années, on adressait pratiquement, c'était l'inverse, c'était 80% des patients ils partaient en centre de rééducation pour 2-3 semaines, mais maintenant c'est fini, donc la tendance s'est inversée avec des résultats qui sont vraiment très bien par rapport à la mobilisation et la récupération fonctionnelle secondaire. Pour ce qui est de la rééducation secondaire, elle est à peu près de 3 à 4 mois en fonction de l'évolution. Et cette rééducation secondaire, elle a 5 objectifs. C'est de diminuer les douleurs grâce au massage et au drainage lymphatique, et puis le dépistage des éventuelles complications qui sont faites par les kinés qui ont l'habitude de ce type de rééducation. Le gain des amplitudes, obtenir un contrôle actif du genou afin d'avoir une bonne stabilité de ce genou et obtenir une parfaite stabilité fonctionnelle, déambulation, transfert et équilibre. En conclusion, pour dire que pour encore améliorer le nombre de patients satisfaits après une PTG et qu'on essaie de le faire tendre ce pourcentage à 100%, il faut une sélection rigoureuse des patients, une information préopératoire complète répondant à toutes les interrogations des futurs opérés. Comme ça a été dit, une chirurgie précise et non agressive, une prise en charge parfaite de la douleur post-opératoire,
une remise sur pied dans le pas de la vie quotidienne très précoce des patients, ça aide énormément à améliorer le résultat fonctionnel, ainsi qu'une pratique du sport qui est à faible impact et adaptée à la demande des patients. Et je vous remercie. Merci Redouane. Donc voilà pour les présentations. J'espère qu'elles ont été intéressantes et comprises, ça c'est sûr. On a parlé de beaucoup de choses, on a essayé d'être concis pour pouvoir juste simplement évoquer les nouveautés. On va passer maintenant aux questions-réponses.